à la Cantorade. Venez avec nous sur Radio Laser prendre de la hauteur et du recul sur les interrogations multiples que nous et vous nous posons toutes et tous. Critiquons, proposons, réfléchissons dans l'humour et le respect. Explorez pendant un mois, chaque semaine, un sujet pertinent avec toujours un invité expert. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Laser à la Cantorade avec André. Bonjour André. Bonjour camarade. Tout va bien ? Eh bien, notre invitée est Madame la députée Mathilde Digné. Mathilde Digné, députée de la 4e circonscription d'Ille-et-Vilaine. Bonjour Madame la députée. Bonjour. Et donc, on va faire un petit tour d'horizon un peu de ce qu'est la vie des députés, la mission d'un député. Je voudrais commencer par dire et citer une députée socialiste qui s'appelle Cécile Untermaier qui disait qu'il fallait repenser le rôle local du député et replacer le citoyen au cœur du processus démocratique. Et elle propose dans une tribune au Monde qui date déjà de 1 an ou 2 déjà, que l'on reconnaisse dans le droit, le rôle de l'élu de terrain des députés pour le moment. Enfin, on en parlera un peu, probablement insuffisamment mis en valeur. Et ce rapprochement avec l'échelle locale pourrait aider à surmonter la défiance qui s'est installée parmi les citoyens. Le constat, par exemple, d'une crise de représentation n'est pas nouveau, mais il s'accélère, comme on l'a constaté depuis plusieurs années. Les chiffres de l'abstention au cours des dernières élections présidentielles le montrent. 26% d'abstention au premier tour, 28% au second tour, selon les sondages de l'IFOP. La défiance de la société civile à l'égard des gouvernants trouve en partie ses racines dans le fonctionnement actuel de nos institutions. Eh bien, le député est un représentant du peuple, détenteur de la souveraineté nationale. Il a un rôle national important et il est consacré par les articles 3 et 24 de la Constitution. Ce dernier, cet avocat, ce député, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je parle d'avocat, là, bon, c'est pas grave, eh bien, il vote quoi ? Eh bien, il vote les lois, il contrôle l'action du gouvernement et il évalue les politiques publiques. Et donc, c'est un élu. Et donc, cependant, il faut reconnaître par le droit des missions spécifiques du député sur le terrain, et ça, on en parlera tout à l'heure, et c'est d'élargir le champ de son action et nouer un lien fort, concret, entre la cohérence de la politique nationale et la vie locale, et c'est ce qu'on appelle aussi la notion de démocratie participative. Alors, on se posera peut-être en filigrane comment redonner confiance en son député, en son maire, en ses élus, aux citoyens, ce qui paraît assez essentiel, et on va aborder tout cela. Dans un premier temps, on parlera du chemin de vie de Madame la députée, des déclics qui ont fait ce qu'elle fait, effectivement, et puis de son vécu et de divers problèmes que l'on abordera au cours de cet entretien. André a peut-être à compléter. Oui, juste quelques compléments quand même. C'est-à-dire que le député, c'est pas uniquement une question relative au droit. Le droit, comme toute constitution, donne des règles de comportement, des règles de pratique de citoyenneté, et par pratique de prise de pouvoir et de se maintenir au pouvoir. Ça, c'est les règles. Mais le député, c'est autre chose. Il doit être porteur d'une souveraineté qui, elle, peut être définie juridiquement, mais le souverain étant le peuple, théoriquement, du moins depuis la Révolution française, le souverain étant le peuple, il faudrait savoir ce que c'est que le peuple. Alors, moi, ce que je propose, c'est on demandera ce que tu viens de dire à Madame la députée. Oui. Mais moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse un peu connaissance. Quel est votre chemin de vie, Madame la députée ? Qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu participer à la vie de la société localement et aussi au niveau national ?
Alors, Toute une histoire. Hein, oui, ça. j'étais en train de me dire, je commence par quoi? Comme vous voulez, c'est vous qui choisissez. Je vais commencer par là d'où je viens, où j'ai grandi. Très bien, super. Et puis je vais refaire le fil un petit peu comme ça de mon parcours. Oui. Moi, donc, je suis originaire de la Chapelle-Bouessy. Ah bah oui, c'est pas loin d'ici. Voilà, c'est tout près. Et donc mes parents sont agriculteurs en bio sur la Chapelle. Et donc moi j'ai grandi dans une famille donc d'agriculteurs et d'agricultrices plutôt modeste parce que mes parents roulaient pas sur l'or en tant qu'agriculteurs. Et donc j'ai beaucoup été sur la ferme. Et ensuite donc j'ai grandi tous mes étés à la ferme. Parfois on en rigole encore aujourd'hui parce que parfois on avait des mots dans notre carnet quand on allait à l'école. Mathilde nous a aidé à planter les patates, elle n'a pas pu faire ses devoirs. C'est bien. Et donc j'ai toujours été attachée à l'agriculture et à l'activité de la ferme. Et donc, en grandissant, je me suis dit que j'avais envie de m'installer aussi. J'avais envie de reprendre la ferme. Et donc, je suis partie faire des études agricoles au lycée agricole d'Ureux. Et puis, en parallèle du lycée, je suis rentrée au MRJC, au Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne, qui est un mouvement d'éducation populaire géré par des jeunes de 13 à 30 ans. Comme ça, c'est une envie ou ça a été suscité? Ça a été suscité par ma sœur aînée, qui en faisait. Qui avait un modèle, quoi. Voilà, et puis qui avait été engagée un petit peu au MRJC, et puis j'ai emboîté le pas de ma sœur. J'ai commencé par faire des colonies de vacances l'été, et puis ensuite j'ai pris des responsabilités au niveau local. J'avais une petite équipe avec des copines où on menait des projets. Quel genre de projet, par exemple? On avait participé à une course d'éco-cartes, donc un petit peu caisse à savon, quoi. Et donc le projet, c'était de construire notre caisse à savon, et puis sans moteur. Et puis d'aller faire la course. Voilà. En fait, l'idée, c'était vraiment de pouvoir, en tant que jeune lycéenne, de pouvoir mener un projet de A à Z. Et puis après on a fait d'autres projets, on a organisé un voyage à vélo sur le long du canal de Nantes à Brest, où on était allé faire du woofing dans une ferme. C'est quoi du woofing? On allait aider sur la ferme, et en échange on était nourris, logés, blanchis, quoi. D'accord. Voilà. Et puis donc j'ai fait ce parcours-là au MRJC en tant que jeune, en équipe, et puis après progressivement j'ai pris des responsabilités conseil d'administration départemental, où là j'avais 16-17 ans, et on était déjà dans on nous formait avec l'animatrice qui nous accompagnait, on nous formait à suivre un budget, à faire des entretiens d'embauche pour les animateurs qui nous accompagnaient, et donc c'était de l'éducation populaire, quoi. Et ça, c'est venu de vous aussi, cette progression, ou c'était aussi depuis l'enfance, finalement? Oui, en fait c'est un chemin qui s'est fait tout de suite. Oui, assez naturellement, en fait, l'envie de s'engager pour les autres, pour l'amélioration globale. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, l'intérêt aussi de du MRJC, c'était de pouvoir aussi s'interroger sur la société dans laquelle on est, pouvoir prendre du recul aussi, à un moment se dire, s'arrêter, observer. C'est les trois principes du MRJC et de la JAC avant, c'était voir, juger, agir. On prend le temps. Voir, juger, agir. Voilà. On prend le temps d'analyser la société dans laquelle on vit. Et puis, on juge, voilà, on l'analyse, on constate, on fait et ensuite, on agit, quel projet on peut mettre en place, quelle action on peut mettre en place pour essayer de faire changer les choses. Ah, vous faisiez ça parallèlement à vos études à Eureux? Oui, c'est ça. Je faisais ça le week-end, quoi, ou le soir pendant les vacances scolaires. Oui, quels étaient vos outils d'analyse? Est-ce que vous aviez, je sais pas moi, des modèles? Oui, alors on avait
En général, quand on faisait ce qu'on appelait des temps de relecture, alors ou des temps spirituels, en fait, pour certains... Relecture de quoi ? Relecture de sa vie, non, des temps de relecture de sa vie plutôt, de son engagement, et donc parfois on prenait le temps, soit on se basait parce que c'est un mouvement qui a un pied dans l'église et un pied dehors. Oui, ça on a compris, bien sûr. Et donc soit on se et base... les 2 pieds finissent dehors. oui, c'est ça. C'est l'histoire, ça. Et donc parfois on pouvait se baser sur un texte biblique, mais pas nécessairement. Parfois, ça pouvait être plutôt sur quelque chose de plus philosophique, de plus, un poème, un chant. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir aussi se dire comment ça résonne en moi et qu'est-ce que ça me fait dire sur ma place dans la société et sur la société dans son ensemble et comment je peux aussi prendre ma place dans la société. Et donc, vous aviez un animateur, quelqu'un qui vous encadrait ou... Oui, voilà, il y a des en fait, tous les animateurs, globalement, les animateurs au MRJC ont tous un parcours au MRJC, un parcours militant. Ils y sont passés, bien sûr. Voilà, déjà, donc ils ont été aussi formés grâce à l'éducation populaire. Donc il y a une continuité historique là. Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, moi, j'ai aussi, du coup, je suis devenue à un moment donné animatrice salariée du mouvement, donc en Centre-Bretagne. J'étais à Rostrenin, j'ai fait ça pendant 2 ans. Je connais bien. Voilà. Et voilà. Et ensuite, je suis rentrée au conseil d'administration régional et ensuite au conseil d'administration national, où là, je travaillais en binôme. J'étais bénévole et je travaillais en binôme avec l'animateur national sur les questions agricoles. Et donc moi, j'étais son binôme. Toujours en étant au lycée d'Heureux ? Non. Eh ben, alors c'était quelle année ? Je pense que j'étais à la fac. Vous avez fait quoi ? J'ai fait 1 an de fac. Alors attendez, vous avez donc au lycée d'Heureux, vous avez passé le diplôme de, je sais pas. J'ai fait un bac STAV. C'est-à-dire Sciences et technologies de l'agronomie et du vivant. L'agronomie, donc vous avez fait un peu de biologie là-dessus. Oui, voilà, c'est un bac techno, et puis donc j'avais pris option production animale pour toujours dans l'option de reprendre la ferme de votre papa et votre maman. Ouais, toujours avec cette envie. Et puis à un moment, j'ai eu un moment dans ce parcours à la fin de du lycée, j'ai eu un peu un sentiment où je me suis dit je serais pas capable de reprendre la ferme. Pourquoi ça m'a fait peur. Je me suis dit j'y arriverai pas. Et un peu un sentiment de Vous avez goûté à autre chose aussi. Oui, et puis je pense qu'on était aussi dans il y avait des gens, des agriculteurs, autour de moi où ça allait pas fort dans leur ferme, et je me suis dit c'est vrai que c'est un métier difficile en tant que femme toute seule. Est-ce que je serais capable? Et donc je me suis dit je vais partir sur autre chose, et c'est là où je suis rentrée à la fac. J'ai fait 1 an de psycho, en fait. Je me suis dit, peut-être que si les agriculteurs vont pas bien, il faut les aider. Et donc, je pourrais peut-être, voilà. Et donc, je suis partie là-dedans. Et puis, de fil en aiguille, finalement, ça l'a pas fait. Et c'est là où je suis arrivée après la fac, c'est là où j'ai travaillé au MRJC en tant qu'animatrice. D'accord. Donc, c'était mon premier travail. J'avais 20 ans, 21. Ouais. Et par contre, c'est à partir de cette expérience-là où je me suis dit, mais finalement, Mathilde, si t'es capable de faire des choses et de faire une ferme, d'avoir une ferme. Et donc après, voilà, j'ai mon parcours Petite question, qu'est-ce qui vous a pas plu à la fac comme ça? Qu'est-ce qui m'a pas plu à la fac? J'étais à Rennes. Rennes 2, c'était Rennes 2. Oui, Rennes 2. Villejean. Et je suis passée d'un lycée, j'ai adoré mes années lycée. Ouais. Tandis qu'à la fac? Et à la fac, j'avais l'impression d'être lâchée dans le grand bain, avec plein de jeunes, mais et de plus savoir comment faire, où donner de la tête. Vous sentiez perdu un peu, quoi, quelque part? Ouais, je me sentais un peu perdue, puis la ferme me manquait, en fait. Ouais. Oui, la continuité, il fallait continuer, quoi. Ouais, c'est ça. La ferme. Oui, mais alors après, vous êtes revenu à la ferme, alors?
Et après, Pas tout de suite. Pas tout de suite, ouais. Je suis allée travailler, j'ai travaillé... Ah oui, si. En fait, ce qui m'a décidé à aller travailler au MRJC, c'est marrant du coup, parce que je me rappelle de choses, c'est que je faisais un travail saisonnier l'été, je travaillais chez un maraîcher, je ramassais les haricots. Bah ouais. Et puis, lui, c'est un ancien du MRJC aussi. Et voilà, on en a discuté et en fait, il m'a dit, mais si, vas-y, t'es capable... Mais en Ille-et-Vilaine, c'est vrai, c'était une époque, j'ai connu aussi des gens de la ferme du côté de Pipriac, qui effectivement ont fréquenté les MRJC aussi. Donc en gros, la tradition catholique bretonne à travers le monde rural était toujours présente. Et elle l'est toujours par d'autres moyens. La radio s'écoute aussi en local. Radio Laser, sur le 95.9 FM et en DAB+. Donc le MRJC, animatrice au MRJC, ça a duré un temps, peut-être 2-3 ans, non? Ouais, 2 ans, ça a duré 2 ans. Et après, donc l'évolution, c'était quoi? Et après, j'ai repris une formation sur l'accueil, l'animation en milieu rural pour aussi faire multiplier les cordes à mon arc, parce qu'au final j'avais qu'un bac agricole, et donc l'idée c'était de pouvoir multiplier, faire des formations. Donc là c'était plutôt pour aller vers de l'accueil pédagogique sur la ferme. Sur la ferme de vos parents? Ouais, en fait j'ai fait une formation pour essayer de peaufiner un petit peu mon projet d'installation, et donc plutôt me former autour de l'accueil en milieu rural. Et oui. Et à cette époque, quel était votre rapport avec les nouveaux outils qui commençaient à tomber sérieusement depuis longtemps, comme des tracteurs multi, je sais pas quoi, et etc., etc. Parce que c'est une période où ça bougeait beaucoup. Une lutte qui m'a beaucoup portée et dans laquelle on s'était pas mal impliqué avec le MRJC, c'était la lutte contre la ferme des 1000 vaches. Ah oui. Et Larzac. En Picardie. Picardie. Oui, dans la Somme. Et donc là, on était... en fait, il y avait un projet de ferme de 1000 vaches, d'usine de 1000 vaches, qui était porté par un patron du BTP. Et donc il y avait eu des grosses mobilisations en fait contre cette ferme usine. Ce projet, qui a vu. C'est pas si vieux que ça. C'est pas si vieux que ça, non. Et qui a vu le jour. Cette ferme, il y a eu 500. Il y avait 500 vaches. Un peu plus de 500 vaches. Et donc, il y avait eu des grosses mobilisations à Amiens. Et je me rappelle, nous, avec le MRJC, on y était très impliqués. Et je crois que ça a aussi continué à forger mon opinion aussi sur quel modèle agricole j'avais envie. Et en l'occurrence, j'avais pas envie de voir pousser des fermes usines partout. 1000 vaches, ça me fait penser au plateau des 1000 vaches aussi. Oui, c'est pour ça vrai. Que j'ai dit. Ce qui vous a tracassé à ce moment-là pour ces fermes usines, c'est par rapport au vécu du paysan, déjà, premièrement, et par rapport au vécu des animaux, c'est quoi? C'était par rapport à l'intérêt... on va dire le paysan dans tout ça, où est-ce qu'il est dans une ferme où il y a 1000 vaches? Est-ce que finalement c'est pas plus un gestionnaire d'une usine qu'un paysan qui façonne le paysage? C'est quelqu'un qui est pas du pays, quoi. Ouais, et puis en l'occurrence là c'était le cas. Il n'est pas du pays. Le paysan normalement c'est quelqu'un du pays. Oui, et qui a un impact sur le paysage et du coup paysage. Donc se poser cette question-là et puis de se dire mais finalement 1000 vaches, combien de paysans on peut installer avec 1000 vaches? C'est une forme d'industrialisation de l'agriculture, ça. C'est dans la poursuite de ce qu'on disait tout à l'heure, les nouveaux outils. Oui. Qui sont imposés et puis plus ou moins surpuissants par rapport aux réalités, imposent effectivement qu'on s'organise en usine.
Et donc, c'est du travail à la chaîne. C'est de l'industrialisation de l'agriculture. Et en fait, aujourd'hui, on vient reposer ces questions-là. Et là, c'est d'actualité avec le traité de libre-échange UE-Mercosur, dont les négociations viennent de s'arrêter, d'ailleurs. Et enfin, les négociations, ça vient d'être acté, quoi. Je veux dire, oui, parce que comment il s'appelle la présidente Ursula von der Leyen. Oui, c'est ça, oui, elle s'est rendue à Honduras. Non, pas Honduras, à Uruguay. Uruguay. Il est allé récemment. Aujourd'hui, ils ont aujourd'hui, je crois. Aujourd'hui, et donc voilà, là en fait, c'est ce qui se passe avec ce traité, c'est terrible parce que le monde agricole y est opposé. En fait, on vient vraiment, avec ce traité, opposer des modèles, un modèle plutôt agriculture familiale en France, et au Brésil, par exemple, on va retrouver des fermes-usines avec des milliers de bêtes dans des parcs, et donc c'est bien ce modèle-là brésilien qu'on ne veut pas qu'on ne veut pas venir voir. Et il y a aussi autre chose derrière ce Mercosur aussi. Il y a le problème aussi de ce qu'on appelle les insecticides. En fait, tout ce qu'on met dans la nature et qui provoque un problème sérieux par rapport aux variations climatiques. Vous aviez senti tout ça venir déjà à ce moment-là, par rapport au plateau des 1000 vaches? À l'usine des 1000 vaches. Disons que c'était une alerte. C'était un premier signe, on va dire. C'était un premier signe de dire, oh là, si on voit ça arriver, déjà, quel avenir pour l'agriculture familiale, quoi. Et donc, c'est pour ça que c'était important de se mobiliser à cette époque-là. Après, en réalité, aujourd'hui, il y a des très grandes fermes avec voilà, qui produisent des veaux, aussi. Des grandes fermes céréalières. En France, il y en a beaucoup. Céréaliers, oui, il y en a pas mal. Les grandes fermes avec des bovins. Il y en a quelques-unes, ouais, j'ai pas le chiffre exact en tête, mais il y en a quelques-unes en tout cas. Il y en a pas tant que ça. Pas comme au Brésil en tout cas. Oui, c'est pas c'est plutôt 1000. Voilà, je sais qu'il y a une ferme avec 1000 veaux. D'accord. Mais ok. Alors ça a été un point de départ pour vous, pour votre engagement, on va dire politique vis-à-vis de la vie du monde agricole local, et puis ensuite plus loin, non? Comment? Ça fait partie, oui, de mon engagement, ou en tout cas de me dire, on peut pas laisser faire les choses sans porter une autre voie. Et donc voilà, ça a contribué aussi à ma façon. Enfin, finalement, ça a aussi contribué à ma réflexion sur l'installation et sur comment est-ce que j'avais envie de m'installer à l'avenir, quoi. Et donc, vous avez commencé à envisager à vous installer, effectivement, ou pas? Oui, en fait, je suis allée travailler sur la ferme. Après, j'ai été ouvrière agricole sur la ferme. La ferme de vos parents? De mes parents, ouais. Et voilà. Et donc, j'ai eu... Tout en étant impliqué au niveau du mouvement, de toute façon. Oui. Après, je me suis un petit peu éloignée parce que je commençais à avoir fait un bout de chemin. J'y ai été pendant une dizaine d'années. Et puis fallait aussi laisser la place à d'autres jeunes. Normal. Et donc, je me suis un petit peu éloignée. Puis j'ai fait d'autres choses. J'ai aussi profité, on va dire, de pas être installée et d'avoir un petit peu de liberté encore pour pouvoir voyager. Donc, je suis allée travailler à Mayotte. Ah ouais, sympa. Oui. C'est pas la porte à côté. Non, c'est pas la porte à côté. Ça vous a plu? Pour des raisons familiales aussi. Oui, du coup, je suis... Ça vous a plu? Oui, ça m'a plu. Vous avez de la famille à Mayotte? En fait, j'ai suivi mon compagnon. Ah Qui fait le même, qui est à la ferme aussi? Lui travaille dans l'agriculture aussi, d'accord. Mais pas... Technicien. Oui, plutôt. Ouais, bon. Il en faut. Il faut des techniques dans l'agriculture. C'est important. C'est l'humanité, la technique aussi. Alors, comment vous avez vécu l'agriculture à Mayotte, alors? Bien. Là, pour le coup, j'étais plus trop dans l'agriculture. Ah, d'accord. Mais néanmoins, je suis restée en contact avec des agriculteurs là-bas. Et en fait, l'agriculture là-bas, elle est
Il y a eu par exemple un impact sur la vanille ou sur l'ilang-ilang. Ah bah oui, donc l'ilang-ilang, c'est une fleur qui est dont on extrait l'essence et qui est une base pour la parfumerie. Et en fait, au moment où Mayotte est devenu français, département français, forcément le prix, les prix ont augmenté, c'est aligné, même si le SMIC là-bas est encore inférieur au SMIC en hexagone, mais du coup comme les prix ont augmenté, ils ont perdu des marchés parce que les parfumeurs sont allés chercher c'est classique ça. l'essence d'ylang-ylang à Madagascar à côté où c'était moins cher. Et donc ça a aussi détruit des filières là-bas, des filières agricoles. Et donc aujourd'hui il faut aussi reconstruire certaines filières. Donc c'est assez intéressant. C'était vraiment intéressant. C'était une bonne expérience aussi. Oui, tout à fait. Et puis un constat sur le terrain également. Ouais. Alors après, vous êtes revenu. Oui, je suis revenue. Et puis quand je suis revenue, les élections législatives arrivaient. Et donc là, on vous a repéré. Comment ça s'est passé? En fait, ça s'est passé. Je me suis dit je reviens au bon moment. On va pouvoir faire des choses, faire campagne pour le candidat ou la candidate qui aux législatives. Donc, je connaissais le candidat Marc Martin, qui lui était candidat en 2017, qui était candidat titulaire. Et puis, je l'avais appelé en lui demandant alors. Besoin d'un coup de main. Besoin d'un coup de main, tu repars. C'était déjà LFI à l'époque, non? Oui. Oui, c'était LFI déjà. Ouais, déjà. C'est pas le même LFI d'ailleurs. Il a évolué historiquement comme tous les partis politiques. Tout le parti évolue. Tous les partis évoluent. Ah oui, du coup, c'est toujours LFI, mais qui après rentre dans une union c'est de la gauche. Évolutions. Oui, non, bien sûr. Et donc, j'avais appelé Marc Martin pour lui dire, nous, moi, je suis prête à faire campagne si tu... Pour te donner un coup de main. Pour te donner un coup de main. Et puis, il m'a dit, moi, j'ai d'autres projets, je veux pas me présenter en tant que titulaire, mais je veux bien être suppléant. Et donc, il dit, on cherche une femme. Et au fil de la discussion, en fait... voilà comment les choses se passent. Je lui ai dit, écoute, ok, on peut faire un binôme. Et donc, voilà, je suis partie. Alors, vous saviez qu'en faisant ça, sauf député, c'est 5 ans, vous allez moins pouvoir vous engager dans la ferme. Oui, du coup, en revenant de mon voyage, je suis retournée travailler à la ferme. Ouais. Et puis, j'étais enceinte aussi. Je savais que j'étais enceinte. Mais ça, c'est un autre... c'est bien, c'est beau, ça aussi. Ça fait partie de la vie. Donc, en fait, à la base, quand je me suis engagée, je me suis dit, au pire, on fera une belle campagne. Je m'étais pas dit... je savais que par rapport aux résultats de 2017, il fallait vraiment faire une très très belle campagne pour réussir à être élu. Mais comme après les présidentielles, il y a eu l'union de la gauche, du coup ça a rebattu les cartes et donc là ça m'a donné plus de chance pour gagner. Et donc du coup on a gagné en 2022. Et donc là je me suis retrouvée députée. Ouais. Et en fait, tout était nouveau pour moi parce que moi, ma seule expérience en politique, au sens où on peut l'entendre avec des élections, c'était aux dernières municipales où je m'étais engagée pendant la campagne avec une liste participative sur Val d'Anast. Et donc ça, c'était une expérience que j'avais vécue, très locale. Et donc là, je deviens députée. Ça change de dimension. Et donc, quand j'arrive à l'Assemblée nationale, je prends conscience du poids et de la responsabilité que j'ai sur les épaules, et de l'enjeu de mener le mieux possible mon mandat. Avec une conscience quand même qu'il y a énormément d'abstention à ces élections-là, comme les dernières. Absolument. C'est un problème sérieux. Bien sûr. Remarquez,
si tu regardes à Athènes, 5e siècle avant Jésus-Christ, c'était un peu la même chose. Parce que on présente ça comme modèle de démocratie Athènes, mais pour aller chercher les électeurs, parfois il est obligé de se promener, enfin, pour faire l'Assemblée générale, se promener dans la ville avec des cordons, et les esclaves, et puis ça touchait les mollets parce qu'ils avaient des jupettes à l'époque, et donc ceux qui avaient les mollets teintés étaient obligés d'y aller. C'est le principe, c'est un peu le même problème. À partir d'un enregistrement donné, beaucoup de populations se désintéressent de la vie en société. Alors est-ce que finalement, est-ce que ça vous plaît ? Est-ce que ça vous a plu tout de suite ? Est-ce que ça vous plaît toujours ? Est-ce que ça correspond à la continuité de ce que vous faisiez avant, quand vous étiez animatrice, par exemple? Est-ce que ça vous plaît, quoi? Voilà. En fait, j'ai quand même l'impression que effectivement, on donne la couleur de son mandat de député, par rapport à la personne, comment dire, la personnalité. Par rapport à sa personnalité et à son parcours. Et donc moi, j'ai décidé que la façon dont je mènerais mon mandat de député, ce serait dans la continuité de mon parcours, c'est-à-dire dans la continuité, tout à fait. Oui, en se disant un pied à l'Assemblée, un pied sur le terrain, en faisant le plus possible de retour aux gens sur ce qui se passe à l'Assemblée, parce que du coup je parlais d'abstention, et en fait je pense qu'une des raisons de l'abstention, c'est qu'il y a une déconnexion, ou en tout cas entre un manque de dialogue et un manque, ou en tout cas une méconnaissance, une perte de confiance entre les représentants politiques et les élus et le peuple et les citoyens et les citoyennes, et du coup comment vous faites alors? Vous faites des réunions, vous induisez des réunions, mais il faut que les citoyens y viennent. Il faut convoquer d'une certaine manière, ou trouver l'occasion. Comment vous suscitez qu'ils viennent? Par exemple, le dernier événement en date que j'ai fait, c'est un café-débat dans un café, dans un bar type bar PMU. Et en fait, ce café-débat, on a choisi d'aller le faire à la rencontre des gens. C'est-à-dire, il y a des gens, ils ont vu l'info, ils sont venus pour ça, pour écouter ce café-débat qui était sur l'évasion fiscale. Mais il y a des gens qui eux, étaient au bar pour boire un coup. C'était là, comme ça, oui. Mais du coup, comme nous, on était là, ils ont entendu aussi ce qui se disait. Et donc, ils ont pris part à la discussion. Et donc, je pense que c'est aussi notre rôle, c'est de pas uniquement attendre que les gens viennent nous voir, c'est aussi d'aller vers les gens. Vers les lieux où sont les gens. En tout cas, vers les lieux où... Effectivement, c'est un peu le problème à l'heure actuelle, si j'ose dire, par rapport à une certaine époque, quand on pense que dans beaucoup de régions, dans beaucoup même de villages ou de bourgs, il y avait autant de bars qu'il y avait de commerce, pratiquement. Oui. Donc, il y avait beaucoup de lieux où les gens pouvaient discuter. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, quand il n'y a que simplement l'idée d'acheter quelque chose, et encore quand il y a des commerces à proximité, on ne discute plus avec personne, sauf les voisins éventuels, et c'est-à-dire les plus proches. Et les plus proches, c'est pas l'opinion. Et donc c'est la première fois que vous faites un café-débat, vous en faites plusieurs régulièrement, tous les mois, comment ça se passe? Alors sur le mandat précédent, parce que du coup comme j'ai été élu en 2022, réélu en 2024, je sais pas si on aura le temps de parler de tout ça, mais... Non, à mon avis ça va être dur, mais enfin on pourra refaire une autre fois, si vous... Et en tout cas, sur le mandat précédent, effectivement, j'avais aussi organisé des assemblées populaires, enfin des... participatives, où voilà, l'idée c'était de pouvoir échanger sur l'actualité et sur la façon dont les gens ils avaient envie aussi que moi je mène mon mandat. Donc là il y a eu un café débat, il y en aura d'autres toujours au dans même l'année. Endroit ou non, j'essaye de tourner. Du coup la circonscription elle fait 59 communes. Oui, quand même. Donc j'essaye de tourner, et ce qui répond aussi à cette attente des gens de connaître leurs députés. Physiquement. Voilà, c'est ça. Oui. Après, je sais, je peux pas être partout. J'essaye d'équilibrer entre le temps à l'Assemblée, le temps sur le terrain et la vie de famille. Et donc, c'est pas toujours simple d'être partout. Mais sommeil qu'empathie. Oui aussi, mais bon. et donc voilà, être sur le terrain, ça veut
pour moi, ça veut pas dire uniquement couper des rubans, par exemple. C'est aussi inaugurer dire des chrysanthèmes. Ça y contribue. C'est important d'y aller parce qu'on rencontre des élus, donc c'est important d'y aller. Mais je pense qu'il faut pas se contenter uniquement de ça. Il faut aussi organiser des choses qui sont pour les électeurs, mais pas uniquement les électeurs, pour les gens, tout simplement. À la limite, il faudrait même aller voir ceux qui ne votent pas pour vous. Bah oui, et en fait, c'est tout l'intérêt des cafés-débats, en fait. C'est ça, le dialogue. C'est que on se retrouve avec des gens qui si on avait fait cette même réunion dans la salle polyvalente à d'à côté, ils seraient jamais venus. Alors que là, ils ont... faut aller là où sont les gens. Dans leur lieu de vie. Dans leur lieu de vie, vous êtes, c'est ça. C'est ça. Mais, cependant, il y a un inconvénient. Un inconvénient technique, c'est que dans les cafés, tout le monde n'y va pas. C'est ça. C'est un peu... Mais bon... On peut faire ça dans la rue aussi, mais il fait froid. On peut faire ça dans une galerie commerciale aussi, sur un parking où tout le monde va avec sa voiture. Ah oui, mais justement, ils restent dans leur voiture, c'est du cinéma, là. Ils sont bien obligés de sortir. Après, il y a d'autres moyens d'aller à la rencontre des gens. Il y a le porte-à-porte, où j'en ai fait un petit peu là aussi avant le changement d'heure. J'ai fait un peu de porte-à-porte pour échanger avec les gens. Vous débarquez chez les gens comme ça? Je vais en général, quand j'ai fait du porte-à-porte, j'allais dans la commune. En fait, je fais des permanences mobiles depuis 2022. En fait, j'essaye de faire une permanence dans chaque commune. Et donc, je vais sur place, je rencontre les élus d'abord, et ensuite, les gens viennent avec ou sans rendez-vous. Et voilà, on échange. Soit c'est pour me rencontrer, soit c'est pour me parler d'un sujet, d'une problématique qu'ils rencontrent. Et donc là, j'essaye de leur trouver, soit de les réorienter vers quelqu'un qui est plus à même d'y répondre, soit j'essaye de les aider. Ou parfois, c'est des témoignages qui nourrissent aussi mon travail parlementaire. Quand les gens me parlent de leur retraite, quand ils me disent, moi j'ai fait un travail difficile et je me sens pas de travailler jusqu'à 64 ans. Bon, ça me donne aussi des arguments pour défendre l'abrogation de la réforme des retraites à 64 ans. Comment vous pouvez expliquer que certains boudent les urnes? Ce manque de confiance, il y en a qui ne font pas ce que vous faites, ou quoi, je sais pas. Ou est-ce qu'il faut faire mieux, ou ils font pas assez à votre avis, pourquoi les gens, finalement, se disent, finalement, ils sont pas près de notre vie, ils s'intéressent pas à notre vie, ils s'intéressent à leur vie, mais pas à la nôtre. Mais, vous voyez ce que je veux dire, quoi? Bernard, si on réfléchit, beaucoup de gens sont tournés vers eux. L'individualisme est très fortement développé. D'accord, ça, on sait bien qu'on est... La solidarité dans les fermes, on ne la trouve pas forcément dans les quartiers. Oui, mais je pense que c'est aussi les choix politiques qui ont mené à cet individualisme. Pas exclusivement. Pas exclusivement, mais en tout cas, ça y a contribué, ça n'a pas aidé. Oui. Mais par exemple, pour revenir sur l'histoire de la confiance et de pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui s'éloignent des urnes, on parlait des retraites. Typiquement, le fait que la réforme des retraites ait été imposée par 49.3 ça n'a pas été discuté, contre l'avis d'une majorité de la population, que les gens se sont mobilisés par millions dans la rue pour s'y opposer, cette loi, elle est imposée. Comment est-ce que on peut dire aux gens on vous écoute et on vous écoute, mais on impose. Comment en fait ça contribue à faire perdre confiance dans les élus, en fait. Et donc je pense que ça, c'est vraiment un exemple caractéristique quand même. Et un autre, si je prends l'exemple de cette année sur les élections législatives anticipées, où on a l'Union de la gauche, le nouveau Front populaire qui arrive en tête et qui du coup devrait être nommé au gouvernement. Oui, ça a été, le président fait un autre choix. Ça aussi, ça contribue. Même ça n'aurait pas marché, au moins donner la possibilité de le faire. Il y a aussi il y a les règles du jeu, si j'ose dire, qui ne sont pas favorables. Parce que la double légitimité des règles du jeu, la Constitution, d'accord. Ils ne sont pas favorables à ce genre de choses. Puisque, à la limite, constitutionnellement, c'est le président qui nomme. Il nomme qui veut.
n'est même pas obligé de prendre sur le terrain politique. Oui, mais enfin, il doit tenir compte des circonstances il devrait. Du moment. Ça, c'est la responsabilité morale, mais c'est pas la responsabilité juridique. C'est pour ça qu'il faut se méfier des fois aussi des textes juridiques. C'est d'ailleurs pour ça que nous, à la France Insoumise, on plaide pour une 6e République, parce qu'on voit bien qu'on arrive au bout du fonctionnement de la 5e République. Alors, ce serait quoi pour vous, une 6e République ? La 6e République, en fait, l'idée, c'est que le président de la République, il convoque un référendum qui demande aux Français s'ils souhaitent refonder la 5e République. Et donc, il y aurait une assemblée constituante qui serait formée pour rédiger une nouvelle constitution en rapport avec avec tous les que élus. Souhaite avec le peuple, avec l'ensemble du peuple. En fait, l'assemblée constituante, elle se forme par une élection proportionnelle et un tirage au sort. D'accord. Et donc de gens dans la population. Dans cette assemblée constituante, par exemple, est-ce que les sénateurs seraient partie prenante, ou est-ce que ce serait une création toute en fait, l'assemblée constituante. Parce que la 5e République peut pas autoriser ça pour l'instant. En fait, il faudrait un référendum. Oui. Et donc, il faut un référendum préalable. Ah oui, voilà. tout à fait. Oui, à l'Assemblée constituante. Et donc, et cette Assemblée constituante, du coup, elle serait vraiment composée de gens du peuple, quoi, de citoyens, de citoyennes tirés au sort. Et donc, c'est eux qui rédigeraient une constitution qui serait qui serait plus démocratique. Oui, en tout cas, voilà, qui répondrait le plus aux aspirations du peuple. Comment rédiger ? Il faudrait combien ? 10 000 personnes pour rédiger, ou il y aurait des personnes qui seraient déléguées à rédiger ? Comment ça se passerait ? Alors là, il faudrait qu'on fasse une autre émission sur la 6e République dans ce cas. Oui, parce que on retient, Madame la députée. Madame la députée, on vous remercie beaucoup et à bientôt. À bientôt. Au revoir à toutes et à tous.